Bonjour, bienvenue donc au deuxième cours du CM Identité et Culture. Nous sommes toujours dans le blog thématique Drôle de lumière et je ne sais pas si vous en souvenez, mais la dernière fois donc on s'était arrêté sur les travaux de Gilroy, toujours dans cette optique de répondre un petit peu à notre question de savoir, qui est la question centrale du cours et qui doit aussi irriguer votre présentation. En quoi les catégories de race, sexuelle, les typologies, les stéréotypes issus de l'époque moderne, qui sont des représentations à la fois qui touchent au genre, à la race, etc., persistent-elles et sous quelle forme dans les médias au sens très très large que j'ai donné à ce terme. Quelle est donc la circulation, on va dire, par exemple dans le cas de Gilroy, culturelle et sexuelle de la race dans les médias, puisque sexualité, race et genre sont imbriqués aussi. Donc on va aujourd'hui essayer de revenir un petit peu aussi, puisque c'est la remontée généalogique à laquelle on procède, de voir justement en quoi la modernité, donc 17e, 18e, 19e siècle, est un peu la matrice généalogique de tout ça et comment il faut y remonter. Ça tombe bien parce que Gilroy a beaucoup réfléchi à la question de la modernité. Donc je vous avais parlé de deux ouvrages de Gilroy. Le premier, Atlantique Noir, donc, qui est son plus grand succès, qui date de 1993 et qui a été traduit assez tardivement en France en 2003. Et donc, ce qui est intéressant chez Gilroy, c'est sa définition du racisme en relation avec la nation et les identités, les politiques de l'identité, encore une fois, autant de thématiques qui nous sont familières dans ce cours, la manière dont le racisme persiste, et donc sa vision de la modernité. Pour ça, Gilroy pense qu'il faut retravailler la notion d'État-nation et des valeurs modernes, et ça oblige donc à réfléchir à l'articulation entre nation, identité culturelle. Vous voyez que c'est des problématiques actuelles dont on parle beaucoup dans les médias au sens peut-être plus restreint du terme, comment c'est une problématique centrale dans les politiques mainstream, quelles qu'elles soient, droite, extrême droite, gauche, etc. Pour Gilroy, et c'est un point de vue très intéressant, donc c'est de dire que le travail sur la réappropriation de la notion de modernité a déjà été faite. C'est quelque chose, une problématique qui a été vécue et pensée par la conscience noire, ce qu'il appelle l'Atlantique noir, le cosmopolitisme noir. Alors, il faut bien voir que pour Gilroy, je vais revenir tout à l'heure, mais l'Atlantique noir, c'est justement, on n'a pas l'habitude de concevoir les nations à partir d'eau, à partir de l'océan, mais lui prend le pari justement de dire que pour certaines personnes, et notamment les Noirs qui ont fait l'objet du commerce triangulaire et de l'esclavage, etc., l'Atlantique, à proprement parler, les navires négriers constituent finalement une zone de production de leur culture et de leur critique et de leur résistance importante. Donc, c'est ce qui va permettre justement à Gilroy de revenir sur les aspects évidemment négatifs, vu le point de vue situé qu'il a de culturalistes noirs. Donc sur les aspects négatifs des valeurs modernes européennes, hein, je vous ai expliqué la dernière fois qu'on allait partir sur le côté un peu noir de la modernité qui généralement nous a été présenté comme un récit linéaire, progressiste, progressif, toujours vers plus de progrès, plus de technologie, etc. Et que peut-être c'est pas si simple. On en a déjà eu un aperçu avec les réflexions des penseurs décoloniaux, même si j'ai été très rapide, que sont Mignolo et Quirano. Et là, donc, on va voir un peu ce qu'en pense Gilroy. Cette fameuse modernité qui a produit l'autre, qu'on écrit encore quelquefois dans une acception un petit peu anthropologique, lévi-straussienne. On trouve assez naturel, même dans des spectacles une année. Ici, à Lille, on avait analysé un spectacle qui se jouait à la Rose des Vents et qui était en fait toute une allégorie de la production de l'autre qui évidemment était noir, était un déchet, etc. Mais avec cette idée qu'il y a le même et l'autre. On dit souvent l'autre avec un grand A, comme si c'était lui faire honneur que de lui mettre un grand A, et le même qui serait quoi? Qui est souvent moins verbalisé, qui serait nous, à savoir le point de départ. Peut-être cette illusion aussi
d'un point zéro, d'un point objectif de la réflexion moderne. Donc la modernité est ce qui a produit justement cette habitude de penser que l'on a, de penser le même et l'autre, en ayant encore une fois, donnant peut-être l'impression que l'autre s'il n'est pas le même, on l'accueille, etc., etc. N'empêche qu'on le produit bien comme étant ce qui n'est pas nous, ce qui est l'autre, avec donc des phénomènes d'oppression. L'époque où Gilroy commence à réfléchir, on commence déjà à parler de post-civil rights, la période post-droits civiques, donc les droits civiques, on en a parlé la dernière fois, hein, ce mouvement des années 60 qui touche énormément de minorités, qu'elles soient racialisées, ou même les jeunes qui commencent à se politiser et à exister à la fois en tant que consommateurs, mais aussi que sujet politique, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc Gilroy, à l'époque où il commence à réfléchir, il se dit, bon, c'est vrai que maintenant, on a tendance à dire que le racisme n'existe plus, que l'on est dans une époque colorblind, y compris hein, dans les années 90, ce discours commence à faire son apparition, que la race n'existe plus, que le racisme n'existe plus, qu'on est peut-être dans une phase post-nationaliste, post-intégration, assimilation, etc. Bon, de fait, dans les années 90, il n'y a peut-être pas, disons, la force avec laquelle est revenu le discours sur la nation, l'identité nationale, dans les discours notamment de droite et d'extrême droite, était peut-être pas aussi fort, mais enfin, clairement, là, encore une fois, après le 11 septembre et toute une reconceptualisation de l'identité nationale, ces discours sont revenus en force, et pas simplement à droite ou à l'extrême droite, comme on avait l'habitude de les trouver, puisque tout le discours des sociodémocrates, notamment avec l'articulation des discours sur la migration, sur la sécurité, etc., prenez l'exemple des politiques de Manuel Valls, très républicaniste et très porté sur la question de la sécurité et de l'immigration. Donc, ce sont des discours qui se sont structurés aussi à gauche, en tout cas du côté social-démocrate. Et on en a un exemple récemment la semaine dernière, puisque Macron a fait un discours où justement il commence à dire que il faut être plus rigoureux. Bon, évidemment, c'est pour faire face à Marine Le Pen, mais que en période électorale, à la fois municipale et puis les présidentielles en ligne de mire, mais qu'il faudrait que l'humanisme ne soit pas synonyme de laxisme. Voilà. Alors, pour en revenir à Gilroy, quel est donc cet Atlantique noir qui, selon lui, a déjà retravaillé la modernité, donc nous, en fait, notre culture blanche européenne, qui pour certains a des racines, des souches et bien d'autres choses. Donc, comment cet Atlantique noir avait déjà retravaillé la modernité de l'intérieur en ayant fait l'expérience de ces aspects les plus obscurs, les plus opprimants et les plus massacrants au sens littéral du terme. Donc, l'Atlantique noir est je cite pour Gilroy, une formation internationale transculturelle rhizomatique. Donc déjà, vous voyez le rhizome qui est cette racine qui pousse de manière aléatoire, une métaphore conceptuelle qu'ont beaucoup utilisé Deleuze et Guattari, donc des théoriciens importants de ce qu'on a appelé ensuite la French Theory, avec des gens comme Foucault dont on va reparler. Donc déjà, cette formation, si vous voulez, elle ne peut pas être nationale, elle ne peut pas être terrienne au sens de l'enracinement, de toutes les métaphores plus de sol que l'on peut avoir dans la mythologie ou les obsessions nationalistes, puisque c'est un rhizome, donc une organisation qui n'est pas verticale, qui n'est pas non plus sur le modèle de l'arbre traditionnel et qui est résolument internationale. Et deuxième niveau définitionnel apporté par Gilroy, il s'agit d'une révision de l'histoire. Ça pourrait être le récit progressiste, narratif, positif de la modernité, une révision de l'histoire et de la théorie de la culture par les Noirs. Pour le dire autrement, je cite toujours Gilroy, les bateaux sont peut-être les moyens de communication panafricaine les plus importants avant l'apparition du disque, de la musique, etc. Gilroy a aussi beaucoup travaillé sur la musique. Donc panafricaine fait référence à un mouvement d'organisation politique dans le sillage de la décolonisation dans les années 60, et aussi une manière
dans le prolongement de cette pensée, de cette décolonisation et de cette pensée décoloniale, de voir comment peuvent s'organiser les pays africains de manière indépendante. Autre niveau, l'Atlantique noir est aussi une contre-culture, c'est-à-dire que cet Atlantique, encore une fois, avec les échanges de personnes, de conversations, de supports, de textes, de chants aussi, Gilroy va lui donner le statut de contre-culture en disant que l'Atlantique est un système à la fois culturel et politique qui ne se limite pas au commerce triangulaire, mais qui est aussi un moyen de transmission des opinions publiques, des opinions politiques subversifiées comme un espèce d'espace public flottant. Que c'est un mode distinct de ses spécificités donc de production culturelle et il y insiste qui est aussi, encore une fois, transnational. Au passage, comme je l'avais d'ailleurs déjà signalé la dernière fois, il fait le lien avec les penseurs noirs dont j'avais cité Du Bois à l'époque, qui ont développé eux aussi, parce qu'ils étaient souvent exclus de la nation, tout simplement, ou du statut de citoyen, une relation complexe et différente à l'ethnicité, à la question de la race, à l'identité nationale. En élaborant un peu plus ce qu'apporte et ce que produit cet espace à la fois culturel et politique spécifique qu'est l'Atlantique noir, Gilroy ajoute que, je le cite, sa spécificité de la formation politique et culturelle qu'il appelle Atlantique noir se définit à un certain plan par le désir justement de transcender en fait les structures de l'État-nation, mais aussi les contraintes de l'ethnicité et du particularisme national. C'est-à-dire que dans les années 90, vous verrez que c'est un peu parallèle à l'apparition de la critique queer des politiques, des identités LGBT, vous avez aussi dans les mouvements, dans les études culturelles qui traitent de l'ethnicité, du racisme, etc., cette idée qu'il faut dépasser justement la politique des identités qu'a peut-être imposé le nationalisme noir issu du panafricanisme. Gilroy est critique de cette manière, cette pensée qu'ont eu donc les Noirs, intellectuels ou non, pour analyser justement le rapport ambivalent qu'ils pouvaient et qu'ils devaient entretenir avec l'Occident. Et donc pour Gilroy, il y a cette idée que ce qu'apporte justement ce point de vue spécifique, hein, qui est important, puisque c'est le moment en fait de revoir l'histoire de la modernité à partir du point de vue des esclaves et des descendants d'esclaves. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la critique, évidemment, d'un système de pouvoir, a fortiori économique, je vais y revenir tout à l'heure avec Federici, on ne peut pas demander aux gens qui ont des privilèges en général, ou la modernité telle qu'elle s'est développée de manière coloniale, impérialiste, expansionniste, etc., de produire la critique que vont pouvoir produire justement ces marges, puisqu'elles génèrent à la fois des bénéfices et des normes politiques et philosophiques. Et donc, c'est aux personnes, en fait, et d'ailleurs souvent c'est aussi le lieu d'une réflexion, tout le travail à la fois supplémentaire de double conscience, de travail, de pédagogie que les minoritaires doivent faire, des fois pour des raisons tout simplement de survie. Mais donc, encore une fois, cette critique de la modernité ne peut se faire justement qu'à partir des gens qui, quelque part, vont critiquer les normes qu'a produit la modernité. Donc, il y a toute cette idée, encore une fois, que, et j'en avais parlé un petit peu avec Gilroy la dernière fois, donc dans un ouvrage très intéressant de facture qui s'appelle The Soul of Black Falls, les âmes noires, qui a été traduit en français. Et rien que la facture du texte, si vous le lisez, il est reparu récemment en poche aux éditions de la Découverte, vous avez des chapitres et vous avez à l'entrée de chaque chapitre un exergue, une épigramme, en fait, d'abord une citation de la littérature européenne, qu'on pourrait
attendre à trouver dans beaucoup de cours, on va dire classiques sur la civilisation européenne, etc. Et puis un sorrow song, c'est-à-dire un chant des esclaves, chant de chagrin dans les plantations qui scande en fait chaque ouverture du chapitre du livre. Alors, cette double conscience, ces secondes vues, vous voyez, on a un peu la même thématique à la fois chez Gilroy et chez Dubois, même si ce sont des personnes voilà, qui n'ont pas du tout vécu à la même époque. Hein. Dubois formalise, théorise la double conscience dans les années, la première moitié du XXe siècle. Il est né en 1806, il est mort en 1963. Mais il y a aussi cette idée de seconde vue, de vue plus, encore une fois, d'angles différents, de vision depuis les marges, qui produit justement une pensée critique importante, que on doit avoir une vision aussi plastique de l'identité. La thèse de Gilroy, donc, est que, justement, ce que procure en fait à la subjectivité des personnes racisées, des personnes qui ont l'esclavage en héritage, etc., ce que procure aussi cet espace justement qu'est l'Atlantique noire, qui est un espace déterritorialisé, comme aurait dit Deleuze et Guattari, vous savez, qui ont beaucoup réfléchi sur la question du territoire et de comment justement se décaler des codes de la territorialisation qui peut à la fois affecter évidemment les territoires, les nations, mais aussi le corps même. Hein. Vous savez qu'il y a toute une réflexion chez Deleuze et Guattari sur le corps sans organes, puisque les organes, ou la manière dont on va représenter l'importance des organes, de la procréation, de l'intelligence, tout ce que vous voulez, notamment par le biais des planches anatomiques, est une manière d'organiser le corps, de le stabiliser. Et Deleuze et Guattari ont développé toute une pensée de la production désirantes, notamment inconsciente, hors de la formalisation freudienne, pour dire que le corps, ça peut être aussi autre chose, que le corps peut être aussi déterritorialisé. Je fais cette petite parenthèse au passage, parce que c'est aussi une question que l'on va retrouver avec Federici, qui va proposer une réflexion à la fois foucaldienne et féministe du corps de l'époque moderne. Vous voyez, tout ça est un peu lié. Pour en revenir à Gilroy, donc, avec toute cette sensibilité, peut-être même cette hypersensibilité à la fois culturelle et politique qui a été développée par rapport à la question du territoire, et d'un territoire fluide et à la fois un territoire source d'énormes souffrances, de nécropolitique et en même temps de vie et de survie aussi. Donc pour Gilroy, l'histoire de la diaspora africaine moderne, y compris donc à partir de l'esclavage dans l'hémisphère occidental, justement, à la fois cette histoire est déterritorialisée et permet une conscience et une appétence et une culture déterritorialisée justement de ces ethnicités-là. Donc c'est en fait un retour d'expérience en quelque sorte. Et donc, c'est-à-dire que c'est aussi une manière de produire une philosophie, si vous voulez, du mouvement. Et c'est sans doute aussi parce qu'à l'époque de Gilroy commence à exploser. C'est pas que la globalisation en soi économique soit nouvelle, puisque le capitalisme est fondé sur finalement des échanges transnationaux. C'est d'ailleurs ce que nous rappelait Mignolo l'année dernière, pardon, lors du cours dernier. Mais c'est vrai que dans les années 90, les années où écrit Gilroy, fin des années 90, vous avez l'arrivée de Thatcher, de Reagan, etc., qui vont donner un coup de pouce absolument décisif à une nouvelle forme de développement capitaliste et très très global qui est le néolibéralisme. Et dont on voit les agissements tout à fait concrets dans les politiques néolibérales actuelles, donc de Macron en France et dans beaucoup de pays européens par ailleurs, des politiques néolibérales qui sont déployées et soutenues par des institutions supranationales comme les institutions européennes, mais aussi la Banque mondiale, le FMI, etc., etc. Donc pour lui, c'est très important aussi que de victimes, de statut de victime de l'esclavage, etc., il soit possible aussi de développer une capacité d'agir, une agency, et de aussi sortir de... Gilroy est assez critique justement de la concurrence que peut générer le statut de victime
entre justement les minorités opprimées, que ce soit par le sexe, la race, la classe, le genre, et encore une fois, de manière aussi conjuguée pour certains corps et certaines personnes. Donc, la concurrence qu'il peut y avoir entre les réparations, les, les oppressions entre les différentes identités, pour lui, est un problème, c'est-à-dire que Gilroy s'inscrit dans un refus de la victimisation. Bon, c'est une conception de l'identité qui lui a été reprochée, mais qui est assez caractéristique. On retrouve aussi des réflexions de ce type chez Stuart Hall, que vous pratiquez dans d'autres cours ici, dans la formation, la licence. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a cette tension entre la politique des identités et des représentations. On verra qu'elle se retrouve encore une fois dans des politiques LGBT qui seront en tension avec les politiques queer qui vont, elles aussi, avoir une vision critique de la politique de l'identité un peu paradoxale, à la fois identitaire et post-identitaire, toujours dans un balancement comme ça, de manière à éviter la fixation, l'essentialisation des identités. L'autre réflexion intéressante de Gilroy par rapport à la question de l'identité, donc vous voyez qu'identité, minorité, politique des identités et des minorités, c'est très lié, c'est que pour lui, justement, ce que l'apport des Noirs, de la diaspora et de la culture, donc que cela engendre, est forcément une culture de la mixité transculturelle, et que donc on ne peut pas avoir un discours sur l'identité, a fortiori faire des politiques de l'identité à partir de la pureté. Ça, c'est important parce que ça dégage. Souvent, quand en France, on commence à parler des politiques de l'identité ou des politiques de la différence, c'est tout de suite assimilé à des politiques d'extrême droite ou des politiques fascistes ou des politiques justement de sinistre mémoire par rapport aux politiques anti-juives, l'antisémitisme, etc. Or, en fait, les politiques minoritaires, en tout cas celles qu'on travaille ici en cours et celles de Gilroy, ne sont absolument pas dans justement cette idéologie de la pureté de l'identité qui, comme on le sait, n'existe pas. Le français de souche n'existe pas. C'est-à-dire que le pur français n'existe pas. Tant pis pour Éric Zemmour. Et donc là, on voit justement ce qui peut séparer les politiques, parce qu'elles sont différentes. Les politiques de l'identité sont pratiquées par énormément d'institutions, de politiques, etc. Les politiques nationalistes, mais aussi les politiques d'entreprise, on y reviendra. On parle depuis que l'entreprise a le vent en poupe et devient une des formes de travail organisé hégémonique. On parle d'identité d'entreprise. Les entreprises font des séminaires pour construire leur identité, leur esprit de groupe, etc. etc. Donc l'identité, c'est un instrument mis à la disposition de tout le monde. À ne pas confondre d'ailleurs avec l'identité individuelle et l'individualisme. Mais donc on voit bien qu'il y a une multitude de conceptions de l'identité et que quand on dit politique de l'identité, on n'est pas forcément en train de parler de la politique de l'identité de l'extrême droite ou de la droite, ou de la gauche d'ailleurs, par ailleurs. Donc pour lui, c'est que, encore une fois, on ne peut pas tomber dans le piège justement de la pureté de l'identité noire, par exemple, à partir du moment où le bateau, l'Atlantique noir, cette culture, encore une fois, diasporique centrale, est un défi même posé à la souveraineté territoriale, nationale, avec des racines, etc. Et que donc tous les contre-pouvoirs qui ont été développés dans cet univers politique, culturel qu'est l'Atlantique noir, débordent finalement, par exemple, une définition nationale, voire nationaliste de l'identité, puisque la manière dont l'identité nationale est généralement produite en Europe, on le voit bien avec l'Italie, la France, enfin, etc., c'est justement à partir des frontières nationales, territoriales, etc., qui sont d'ailleurs le lieu de tous les dangers à partir du moment où elles peuvent être poreuses, à partir du moment où l'Europe a aboli ses frontières intérieures, pour des raisons d'ailleurs économiques et de circulation capitalistique, et donc toute cette cristallisation sur les migrants, etc. etc. Donc Gilroy essaye à la fois de se prévaloir
finalement d'identité ou de pensée politique non nationaliste, bon, je vais y arriver, bon, vous voyez ce que je veux dire, du fait aussi que c'est justement une manière d'aborder l'identité de manière post-nationale, et puis le fait aussi que beaucoup de, de que le contexte à l'époque, encore une fois, à cause de la globalisation, etc., très forte, on commence à parler de la globalisation comme on en parle aujourd'hui, évidemment, ne fonctionne pas avec la répartition des frontières. Donc pour Gilroy, c'est une manière de valoriser la diaspora comme une alternative à la conception assez traditionnelle européenne. J'ai fait toute une généalogie dans le cours précédent par rapport à la Grèce, etc., mais comme donc une alternative à la nation, la manière d'insister sur les racines, comment la nation se construit. Et on peut dérouler beaucoup d'éléments par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la diaspora de l'Atlantique Nord et de l'autre côté la nation conceptualisée de manière assez traditionnelle, hiérarchique, etc., on voit bien que le pouvoir est donné au territoire du côté donc, de la nation, qu'on a cette logique linéaire, ce lien de causalité entre le lieu, la conscience, la nation, les valeurs, l'identité française, qu'est-ce qui la caractérise, qu'est-ce qui fait qu'elle est chrétienne ou pas, ce qu'on entend dans certains discours politiques. Et comment justement, pour de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la diaspora évidemment, on ne peut que être si on a la conscience de son affiliation diasporique en opposition avec à la fois les structures modernes et matérielles du pouvoir, une certaine vision de la famille aussi et des États-nations. Donc, pour lui, ça va aussi dans le sens de pousser justement la réflexion pour se dire que finalement, cette vision de la nation, ou le fait qu'on ait pu penser que la nation était le seul modèle politique, la panacée, ce qui était le plus désirable politiquement, etc., ou ce qui était la sécurité même, que personne ne peut vivre sans nation et sans identité nationale, précisément, doit être abandonné. Donc, c'est vraiment toute une tension entre, encore une fois, la diaspora et le, la nation, et aussi la fiction qu'est la nation, puisqu'elle est toujours très, très naturalisée. Il y a toujours cette idée que finalement la nation préexiste naturellement, euh, quelque part, depuis qu'il y a un récit national aussi très, très prégnant avec la création de l'histoire comme discipline qu'écrit le récit national au XIXe siècle, par exemple. Je pense par exemple à tout ce qu'a pu écrire Michelet et qui est très très naturalisant au niveau de la production du récit de la nation. Mais en fait, c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois avec, par exemple, comment la nation, naissance d'une nation, le film raciste de Griffiths, quelque part, fait oublier que, ben oui, c'est l'histoire d'une colonisation et d'un génocide. On a aussi parlé du western, comment le western est la réécriture d'un récit national absolu, qui est un récit finalement d'occupation, et que, encore une fois, dans les films de John Ford, il n'y a plus personne dans le Grand Canyon, mais il y avait beaucoup de gens. Donc les Indiens n'étaient pas les agresseurs, ils étaient les personnes précisément qui vivaient sur le territoire dont ils ont été chassés et exclus. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire à partir de Gilroy. Évidemment, je vais un peu vite comme d'habitude, mais si ça vous intéresse, vous pouvez vous référer donc à l'Atlantique Noir et voir un petit peu comment il avance sur cette question. Il a écrit d'autres choses sur, bon, lui, il est basé à Londres, comment aussi, et d'ailleurs il rejoint, et d'ailleurs ils ont échangé au niveau politique et intellectuel, euh, donc Gilroy et Stuart Hall, sur comment, par exemple, le terme de noir, black, à la fin des années 90, euh, euh, en Angleterre, ne veut pas dire noir. Noir au sens même coloriste, c'est-à-dire comment c'est des identités. On parle beaucoup de la question
de l'hybridation, de la diaspora, de la circulation. Vous savez que Stuart Hall est un intellectuel aussi of color, puisqu'il est jamaïcain. Donc tout ça, encore une fois, c'est intéressant pour nous, puisqu'on va avoir un deuxième bloc thématique qui porte sur la question de la politique des identités, et c'est important de voir comment on peut la conceptualiser de manière politique et culturelle, cette notion d'identité, que on peut très bien, encore une fois, concevoir l'identité comme quelque chose non pas de figé, d'essentialiste. Ça, c'est quelque chose, par exemple, une réflexion qu'on retrouve beaucoup dans le féminisme. Le féminisme n'existerait pas s'il n'avait pas dit, bon, à un moment donné, si on nous dit que la femme, de manière, dans une vision naturaliste, eh bien, c'est la femme à la maison, c'est la femme qui douce, c'est la femme qui doit s'occuper des enfants, faire la vaisselle, il n'y aurait pas de féminisme. Donc, le féminisme, justement, est une manière de dire à un moment donné, bon, cette naturalisation, cette biologisation des identités, elle sert des objectifs politiques qu'il importe de déconstruire, dont il importe de montrer la manière dont ce sont des constructions culturelles et sociales avec des rapports de pouvoir sous-jacents et d'oppression, et qui ont un lien direct avec la manière dont on va s'identifier, se conceptualiser, appréhender sa subjectivité, puisque il va y avoir énormément de relais, on y reviendra, qui vont des institutions, ça peut être l'école, ça peut être l'église, ça peut être la religion, ça peut être l'entreprise, ça peut être beaucoup de choses, et qui vont vous dire, bon, voilà, une femme c'est ça, un homme c'est ça, etc., etc. Donc c'est très important de savoir si on conçoit l'identité comme un processus fixe, naturel, ou comme un processus justement, alors là on n'a pas trop de processus en général quand on a une vision naturalisante et biologisante de l'identité, comment on peut, par opposition à cette vision, le construire comme un processus d'identité, comme un processus continu et ouvert, soumis à beaucoup de modifications culturelles, politiques, et où la personne aussi peut intervenir. Comment on peut concevoir l'identité comme une auto-création? Vous savez qu'il y a toute une politique de la subjectivité depuis les années 70, j'en ai un peu parlé la dernière fois, comment on peut donc aussi être engagé politiquement pour produire des subjectivités antagonistes. Donc c'est tout le mouvement un peu de 68, et le mouvement aussi l'automne dont j'ai parlé la dernière fois, les années 70-80 en Italie par exemple, mais qui continue, puisque vous avez des mouvements politiques autonomes, anarchistes, queer d'ailleurs, ou qui parlent de la multitude dont j'ai évoqué la dernière fois, et qui pensent eux que l'un des supports politiques majeurs, c'est la construction permanente de la subjectivité dans un processus à la fois autonome et antagoniste par rapport à ce que peut vous dire l'état de ce que vous êtes, par exemple, ou l'entreprise, ou la mise au travail, ou l'usine, etc. Pour certains, l'identité est quelque chose que l'on possède. Cette idée de possession de l'identité est plutôt liée justement à une pensée politique libérale. Vous savez que, j'en ai parlé je crois la dernière fois, avec Hobbes, avec les démocraties individualistes libérales, vous avez cette conception justement qui va sortir, qui n'existait pas avant, l'identification au fait que l'on est un individu, qu'on est propriétaire de soi, de son corps. C'est évidemment aussi toute une pensée fondée sur la propriété privée, qui est évidemment l'apport de la pensée bourgeoise et de la révolution bourgeoise, de la révolution, etc., par contraste avec donc les régimes aristocratiques et monarchiques antérieurs. Et donc il y a même des philosophes qui ont théorisé toute cette philosophie politique et morale d'ailleurs de l'individualisme possessif. Qu'est-ce que c'est de s'identifier comme individu? Quels sont justement les droits, les devoirs de cet individu? Qu'est-ce que ça révèle comme vision de la subjectivité de l'identité? J'insiste un peu là-dessus parce que souvent on, on pense que l'individualisme, qui est une conceptualisation politique de soi, a toujours existé. C'est pas du tout vrai. En Grèce antique, vous n'avez pas, c'est difficile à imaginer pour nous rétrospectivement, mais vous n'avez pas cette conception de l'individu. J'y reviendrai tout à l'heure avec Descartes, maître et possesseur de ses passions, de la nature, etc. Vous n'avez pas d'épanchement subjectif
comme on en a justement avec l'arrivée de quelqu'un comme Saint-Augustin. Alors ça c'est avant, mais on voit apparaître avec la notion de confession, de parler de soi, de s'auto-examiner, de se connaître, donc qui est très lié aussi évidemment à la pastorale chrétienne, ce qu'a beaucoup et très bien vu critiquer Foucault. Comment le roman, la littérature qui parle de soi, va faire son apparition, justement, avec quelqu'un comme Montaigne, avec des formes autobiographiques. On n'a pas du tout, si vous regardez la littérature, en tout cas qui nous est parvenue euh, grecque, vous avez absolument pas des genres littéraires qui sont subjectifs et personnels. Vous avez la tragédie grecque, vous avez l'épopée. L'épopée, c'est pas de la psychologie, c'est pas savoir comment se sent Alexandre le Grand avant d'entamer une bataille, pas du tout. Donc ça c'est important parce que l'idée même d'intériorité, de subjectivité, au sens libéral du terme, est quelque chose voilà, qui est construit, qui fait son apparition à l'époque moderne. Donc pour certaines personnes, voilà, l'individu est une identité à soi, celle que l'on possède. C'est aussi quelque chose que l'on exhibe, qui peut être spectaculaire. Maintenant, donc ça c'est un petit peu les différentes manières, bon là j'y vais très rapidement, mais de conceptualiser l'identité, il y en a d'autres. Hein. Les sites de production identitaire, ils sont nombreux, c'est l'école, c'est la famille, c'est le milieu professionnel, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les collectifs politiques, par exemple, on peut penser au rôle fondamental qu'ont joué les groupes de Raising Consciousness, donc de conscience des féministes dans les années 70 qui se sont retrouvés pour parler de leur expérience d'elles-mêmes et de leurs problèmes entre personnes concernées et qui ont fait éclater complètement la vision de la féminité qui leur avait été assignée ou proposée pendant l'enfance, l'adolescence et plus. L'identité, évidemment, d'autres types de production identitaire très importants sont les médias. Bon, j'y reviens pas puisqu'on en a beaucoup, enfin c'est un peu l'objet de notre cours, et qu'on va explorer ça donc pendant tout le semestre. Tout à l'heure, j'ai parlé de la production de l'autre. Ben, qu'est-ce que c'est l'autre? Qu'est-ce que c'est qui n'est pas moi? Eux et nous, hein, qui structurent souvent beaucoup les récits nationalistes, mais aussi beaucoup de films, beaucoup de choses. On a parlé la dernière fois avec, je ne sais pas, Indiana Jones, Rambo, etc. Parce que finalement, et ça c'est aussi une problématique qui est très contemporaine et qui fait son apparition, mais très intéressante avec des gens comme Gilroy et Homi Bhabha, on reviendra sur les travaux de Homi Bhabha un peu plus tard, mais bah, c'est qui l'autre? C'est qui décide je sais qui est l'autre, par exemple? En général, c'est souvent les gens qui sont situés dans la sphère du même. Donc, qui est cet autre-là? C'est vrai que les anthropologues, à un moment donné, y compris d'ailleurs chez Lévi-Strauss, hein, dans les années 50, ont été un peu les experts de l'autre, avec cette idée que l'anthropologie est une science légitime pour aller observer comment vivent les autres, euh, donc les autres cultures, etc. Mais aussi peut-être parce que les anthropologues seraient ceux qui seraient bien situés pour mieux comprendre que même peut-être des gens qui sont différents des populations dites primitives. Enfin, ce sont quand même, c'est tout un vocabulaire et une sémantique qu'on retrouve dans l'anthropologie des années 50, y compris d'ailleurs chez Lévi-Strauss et encore chez certains contemporains anthropologues, même si l'anthropologie a fait une réflexion critique, enfin, un tout réflexif important. Donc l'autre aussi, souvent on remarque qu'il est difficile à localiser, vous allez voir un petit peu, hein, toute cette ambivalence qu'on retrouve dans le film Princesse Tam Tam. Est-ce que c'est une menace? Est-ce qu'il est potentiellement familier? Est-ce qu'il est demi-différent? Est-ce que justement on va pouvoir le mettre dans des cages identitaires pour mieux le contrôler? On en a un petit peu parlé la dernière fois avec les os humains, etc. Un bon exemple, on n'a pas le temps de le développer aussi, mais justement de quelqu'un qui est à la fois le même, bon, donc du coup, dans un discours politique assimilationniste, républicain, nationaliste et intégré, et qui ne le serait jamais. C'est tout le paradoxe de Dreyfus, par exemple, de l'affaire Dreyfus. Donc, à la fois quelqu'un qui était hyper intégré, Dreyfus faisait du sport, parce que justement, il y avait cette représentation un petit peu efféminée du juif,
un peu gringalé, donc il a discipliné son corps pour le rendre justement plus assimilable, plus intégré par le sport, par l'armée, etc. Donc il était très intégrationniste, c'est-à-dire il cherchait à s'assimiler et à la fois il l'était, au bout d'un moment on l'a redessiné avec toutes les caricatures antisémites, donc avec toute cette idée que par le nez, par les oreilles, par un faciès, on peut reconnaître le juif. Donc à la fois, il redevient subitement le monstre, etc., etc. Donc on voit bien là que même si, et c'est d'ailleurs un des double bind, des difficultés des personnes à qui on demande de s'intégrer, et qui en même temps, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les discours assimilationnistes nationalistes, on demande aux gens de s'intégrer et en même temps ils ne le sont jamais. C'est-à-dire que vous pouvez être né en France, deuxième, troisième génération, mais si dans votre CV vous avez un, un patronyme à consonance arabe, on ne va pas vous embaucher. Donc, qu'est-ce que c'est que cette ambivalence justement entre le même et l'autre, le familier, l'intégré, pas intégré, jamais intégré, le fait que plus on s'intègre, c'est toujours raté, etc., etc. Voilà, donc c'est important encore une fois d'avoir en tête cette complexité un peu des choses concernant les identités, l'ambivalence, surtout qui génère les discours, les typologies sur l'identité, que toutes les identités ne se valent pas, que certaines sont non marquées, que certaines sont marquées par d'autres, que certaines sont valorisées, d'autres pas, certaines intégrées, d'autres pas, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour cette réflexion à partir de Gilroy. On va passer à Federici. Federici est une féministe italienne, mais qui a beaucoup milité en Italie et qui vit aux États-Unis, à Brooklyn, et qui dans les années 70 a milité entre la France et l'Italie, a fallu voyager comme beaucoup de féministes, une campagne et a monté une campagne transnationale justement qui s'appelait Wages for Housework, qui est une campagne qui était passée un peu inaperçue récemment et qui a été redécouverte un petit peu à la fois par les féministes et aussi par toutes les personnes qui essaient de réfléchir sur justement les conditions matérielles dans lesquelles nous vivons, la précarité, le capitalisme, etc., etc. Et donc cette campagne était une campagne pour le salaire ménager, c'est-à-dire valoriser et par le salaire les travaux, le travail qui est la reproduction de soi, la reproduction dans la famille des enfants, du mari, avec la cuisine, la sexualité, etc. Et qui est un travail gratuit. Donc en marxiste féministe, donc les marxistes féministes sont des matérialistes, Federici s'est penchée sur cette question et elle a surtout publié ce livre en 2004, si ma mémoire est bonne, et qui a été traduit en français assez récemment, qui s'appelle Caliban et la sorcière. Donc vous voyez que ça traite à la fois de Caliban, la pièce de Shakespeare de la race, et de la figure de la sorcière, dans une perspective à la fois aussi transnationale, puisqu'elle revient sur les chasses aux sorcières qui ont eu lieu dans les colonies, dans les Amériques, parallèlement à ce qui se passait en Europe, et aussi sur certaines chasses aux sorcières qui ont fait leur réapparition en Afrique du Sud récemment. Donc, vous voyez un livre, Les femmes, le corps et l'accumulation primitive du capital. Et donc, ce qui est intéressant chez Federici, c'est pour nous, c'est qu'elle a une lecture justement politique du corps et de la naissance du capitalisme moderne et de la manière dont ça produit un certain type de subjectivation et donc de corps. Donc, Caliban and the Witch, voici l'édition en français, donc c'est paru aux éditions Entremonde et Severino. Donc, elle va revenir d'abord évidemment sur cette opposition souvent très très brutale et un peu binaire qu'on fait entre le Moyen Âge, qui serait la période obscurantiste,
par opposition au grand siècle rationnel du XVIIe siècle, etc., pour montrer que c'est une construction aussi politique et qu'on peut très bien avoir une conception complètement différente du Moyen Âge, qui n'est absolument pas obscurantiste, comme on nous en donne une image d'Épinal, justement, quand on nous place dans le récit des Lumières, par opposition justement aux ténèbres du Moyen Âge. Mais surtout, elle va aller sur la manière, moi j'ai beaucoup parlé de Hobbes jusqu'ici, mais comment Descartes, qui par ailleurs est très très proche aussi des expansions, on va dire, capitalistes, puisqu'il vit plus en Hollande qu'en France, et comment donc le sujet rationnel cartésien, donc vous vous souvenez sans doute des cours de philosophie où on nous place Descartes comme figure centrale avec le discours de la méthode et donc comment naît le sujet rationnel, maître et possesseur de la nature, qu'on peut aussi gloser comme maître et possesseur de la nature des autres, c'est-à-dire cette idée d'une conceptualisation de la subjectivité moderne et européenne comme prédatrice et comment, étant autorisée, ayant le droit d'aller conquérir justement d'autres pays et donc de s'approprier d'autres ressources et de génocider d'autres peuples. Mais Federici va aussi sur un aspect qui est important pour nous, puisque c'est un rapport avec la conceptualisation justement de l'identité et comment Descartes nous apprend aussi à être maître de nous-mêmes. Donc peut-être que vous vous souvenez aussi dans vos lointains cours de philosophie de terminale de cet dualisme que va introduire, et on n'a pas toujours pensé comme ça, Descartes, mais qui nous marque profondément, ce binarisme, dualisme entre le corps et l'esprit, sachant que évidemment l'esprit c'est bien, et que l'esprit, le travail de l'esprit doit être de maîtriser les passions, le corps qui sont forcément mauvaises, avec cette espèce justement de conflit interne qu'on aurait toujours entre les passions et le corps. Descartes a écrit beaucoup d'autres ouvrages qu'on dit généralement peu. Euh, le traité des passions, justement, où il imagine comment les passions sont stimulées par la glande pinéale, etc., etc. Vous savez que le XVIIe est une époque aussi où tout le monde fait de l'anatomie, où on commence aussi à disséquer beaucoup le corps, précisément pour voir comment il marche, et aussi pour le mettre au travail, et c'est une analyse que propose aussi Federici, qui est assez convaincante. Mais en gros, donc, comment le corps des Lumières est un corps hyper rationnel. Donc dans l'image que vous verrez dans le PowerPoint, que je peux vous remontrer ici, vous voyez comment Federici oppose le corps médiéval ici, qui est beaucoup plus holistique, organique, etc. Ici, une représentation du corps du paysan, donc de manière archibondesque, qui est faite uniquement à partir de tous les instruments agricoles. Enfin, oui, donc là, on a une vision extrêmement mécaniste du corps et du corps au travail. Et donc, pour Federici, c'est important de comprendre que, encore une fois, c'est Descartes, et pas Spinoza, qui a une vision complètement différente du corps par ailleurs, qui va quelque part nous donner un petit peu le modèle de cette rationalité et aussi de cette haine du corps, d'une certaine manière, en tout cas une vision extrêmement instrumentale du corps que nous donne aussi Descartes. Et donc, c'est un rapport aussi avec la disciplinarisation du corps au sens large. Alors, c'est vrai que Federici va beaucoup s'occuper du corps des sorcières parce que justement, elle réinterprète la chasse aux sorcières comme un événement politique, en nous rappelant d'ailleurs que la chasse aux sorcières, qu'on présente souvent comme... il y a pas mal de séries d'ailleurs plutôt bien faites, où on voit beaucoup de Salem, beaucoup de séries où il y a des sorcières, etc. On voit très très bien d'abord que ce n'est pas que la religion, le pouvoir religieux qui entreprend la chasse aux sorcières, que la chasse aux sorcières s'arrête à des périodes bien particulières où la religion aurait pu continuer par ailleurs justement d'avoir un discours anti-sorcière. Comment le pouvoir régulier, comment la loi, le pouvoir juridique ira main dans la main pour poursuivre les sorcières, donc pour l'interprétation à la fois politique et historique et généalogique de Federici, c'est de dire que c'est parce qu'il faut déposséder les femmes des pouvoirs et des savoirs qu'elles ont. Encore une fois, on le voit beaucoup dans certaines séries, c'est qu'elles sont à la fois
des guérisseuses, effectivement, parce qu'elles connaissent les plantes, ce sont euh, des, des, des accoucheuses, donc elles ont un pouvoir important dans les communautés et aussi dans les villages. Et donc, il va falloir les déposséder en quelque sorte de tout ce savoir sur le corps. Par exemple, à un moment donné, les sages-femmes seront concurrencées par, au XIXe siècle, des, des professions, l'obstétrique, la gynécologie, etc., qui vont être codées de manière très rationnelle, mais qui interdisent aux femmes, en fait, justement, d'exercer des métiers qu'elles exerçaient auparavant. Donc, Federici revient sur la manière aussi, donc effectivement, bon, on parlait des Noirs tout à l'heure, du commerce triangulaire, de l'esclavage, mais là, comment, parce que c'est quand même un génocide de milliers de personnes, hein, les sorcières en Europe, enfin, les soi-disant sorcières en Europe et ailleurs, et comment effectivement c'est le pouvoir va s'exercer sur leur corps, avec évidemment toute la question, l'Inquisition, et effectivement et aussi le bûcher, etc., etc. Donc comment c'est le corps qui va être aussi le point euh, essentiel d'impact du pouvoir sur les sorcières, évidemment avec un pouvoir masculin. Quand on regarde les textes de Jean Baudin ou des gens qui écrivent les manuels pour les chasseurs de sorcières, on voit très bien aussi qu'évidemment on peut l'analyser en termes de féministe, de misogynie, de pouvoir masculin qui s'exerce le contrôle du corps des femmes, etc., etc. Mais on voit aussi comment ça correspond à la disciplinarisation du corps des femmes indépendantes qui quelquefois travaillaient et qui en parallèle correspond avec d'abord en Angleterre et puis ensuite en France le phénomène des enclosures, c'est-à-dire justement la naissance de la propriété privée, ou le fait qu'on va commencer à réorganiser l'agriculture de manière complètement différente avec l'arrivée du capitalisme, comment le corps justement va être mis au travail. Et ça, c'est très important de comprendre justement que le corps, encore une fois, là, va entrer dans une productivité, un codage en quelque sorte de la productivité capitaliste, justement, qu'on va commencer aussi à finaliser toute une série de choses, à professionnaliser l'armée, à mettre au point de la discipline justement pour non plus être un mercenaire, mais apprendre l'art de la guerre, etc. etc. Et c'est intéressant de voir qu'à la même époque, puis là je vais vous lire d'ailleurs deux extraits de Federici assez parlants là-dessus, mais vous avez aussi des réflexions de Foucault là-dessus, comment justement naissent des sciences qui vont pouvoir permettre de contrôler, de disciplinariser la force productive du corps, le corps mis au travail, que ce soit des hommes, celui des femmes. Et d'ailleurs, on verra qu'il y a des moments où on veut plutôt mettre les femmes au travail, des fois plutôt les hommes au travail. Enfin, les femmes, en général, c'est elles qu'on va choisir souvent de ne pas mettre au travail ou de retirer de la serre du travail quand elles y ont goûté. Et donc, il y a cette naissance, si vous voulez, de sciences, justement, qui sont là pour contrôler les corps et les populations. J'y reviendrai tout à l'heure avec Foucault, et qui sont des sciences qui font leur apparition justement à l'époque moderne, comme la démographie, les probabilités, les statistiques, etc. Et qui s'opposent d'ailleurs à la pensée dite magique. Hein, la magie est quelque chose d'ailleurs qui était critiqué par Descartes, le rationnel, mais aussi par beaucoup d'instances de l'époque qui pensent que la magie, ils n'ont pas tout à fait tort. Par exemple, avant, si vous regardez comment fonctionnent les paysans à l'époque dite obscurantiste du Moyen Âge, c'est juste qu'ils vont se régler, par exemple, sur le rythme de la nature, aussi avec, c'est vrai, des rituels par rapport à des moments où on peut, qui sont propices ou pas pour faire les cultures, etc. Et ça, cette organisation du temps va être contrée justement par une organisation plus capitalistique qui va consister à mettre le corps au travail de manière régulée, contrôlée, etc. Donc, voilà, comme le dit très bien Federici dans Caliban à la sorcière, la construction de ce nouvel individu était la base du développement, ça résume un peu tout ce que je viens de dire, de ce que William Petty appellerait plus tard, utilisant la terminologie de Hobbes, l'arithmétique politique, une nouvelle science qui devait étudier toute forme de comportement social en termes de nombre, poids et mesure.
Le projet de Petit s'est réalisé avec le développement des statistiques et de la démographie qui exécutent sur le corps social les mêmes opérations que l'anatomie sur le corps individuel, en ce qu'elle dissecte la population et étudie ses mouvements, de la natalité au taux de mortalité, des structures générationnelles aux structures professionnelles, dans leurs aspects les plus massifs et les plus réguliers. Du point de vue du procès d'abstraction subi par l'individu dans la transition au capitalisme, nous voyons que le développement de la machine humaine, vous savez qu'il y a toutes ces théories des animaux-machines avec Malebranche, avec Descartes. Descartes pensait d'ailleurs que les animaux étaient des machines, à tel point qu'il disséquait à vif des animaux, des lapins, etc. Et quand l'animal souffrait, il expliquait que c'était un bruit de machine et que l'animal ne ressentait rien. Donc on voit à quel point c'est important cette idée, cette vision instrumentale du corps, cette vision complètement machinique du corps. Pardon, je reprends la citation de Federici. Donc, du point de vue du procès d'abstraction subi par l'individu dans la transition au capitalisme, nous voyons aussi que le développement de la machine humaine est le saut technologique principal, le pas majeur dans le développement des forces productives qui s'est produit dans la période de l'accumulation primitive. L'accumulation primitive, c'est un terme marxiste pour désigner la manière dont s'enclenche le capitalisme à l'époque moderne. Nous voyons en d'autres termes que le corps humain, et non la machine à vapeur, ni même l'horloge, fut la première machine développée par le capitalisme. Ça, c'est très important parce que, si vous voulez, ce n'est pas l'idée qu'on va appliquer des métaphores machiniques au corps, c'est que le corps est la première des machines. Souvent, quand on parle du développement technologique et du capitalisme, on parle, alors pour le 19e siècle, de la machine à vapeur, maintenant on va parler du numérique et du digital, etc., etc. Mais en fait, ce que dit Federici, elle renverse, si vous voulez, le propos. Elle dit, par exemple, que ce n'est pas la montre, même si la montre est un élément très important pour discipliner. Je parlais du temps tout à l'heure, du temps des paysans, du temps magique, le temps de la rationalité, de la production capitalistique, etc. Mais en fait, c'est le corps humain qui est la première machine, nous dit Federici, que développe le capitalisme. C'est-à-dire que le corps va devoir fonctionner comme une machine. Donc c'est important parce que souvent la technologie, ça c'est important quand on a une conception biopolitique des choses, j'y reviendrai, on a souvent une idée de la technologie comme, comment dire, un peu techno, c'est-à-dire, c'est pas faux, comme avec de l'acier, avec de la vapeur, avec... c'est vrai, mais le corps est aussi une machine produite par le capitalisme, avec toutes d'ailleurs les prothèses du capitalisme dont il va devoir se doter pour être productif. Donc la montre en fait partie, elle parle d'horloge, la machine à vapeur aussi, mais le corps humain donc est produit, c'est-à-dire qu'il est, si vous voulez, recodé, il va être différent à partir du moment où il est produit à l'époque capitaliste. Sa subjectivité, la manière de concevoir le rapport aux passions, au corps, à la sexualité, etc., à la race, on y reviendra avec Foucault. Federici poursuit en disant, mais si le corps est une machine, un problème émerge alors immédiatement. Comment le faire fonctionner? Deux modèles différents de gouvernement du corps, ça, je pense que c'est une formulation intéressante, dérivent des théories de la philosophie mécaniste. D'un côté, le modèle cartésien, qui partant de l'hypothèse d'un corps purement mécanique, postule la possibilité de développer chez l'individu des mécanismes d'autodiscipline, d'autorégulation, de gestion de soi, autorisant des rapports de travail volontaires et un gouvernement basé sur le consentement. Ça, c'est très important parce que le self-made man, le fait de, par exemple, actuellement dans la culture néolibérale, le fait que l'on vous dise, et qu'on dise y compris aux chômeurs, aux gens qui n'ont pas de travail, c'est de votre faute, vous avez fait les mauvais choix, faites les bons choix, c'est exactement le présupposé qu'évoque Federici. C'est l'idée que, et c'est un développement de Descartes, hein, le libre arbitre, etc., si on a la capacité à ne pas se tromper, à faire les bons choix, donc c'est ça qu'il faut absolument cultiver. Et on a aussi cette capacité
à se maîtriser, à s'auto-réguler. Donc vous voyez, c'est une vision assez disciplinaire de la gestion de soi. L'autorégulation, encore une fois, l'autonomie, l'auto-entrepreneuriat, par exemple. De l'autre côté, poursuit Federici, le modèle aubésien, lequel, donc plus anglo-saxon si on veut, mais notre modèle de souveraineté est quand même assez aubésien, refusant une raison libérée du corps, externalise les fonctions de commandement, les consignant à l'autorité absolue de l'État. Vous savez que dans la théorie politique de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme et l'État est là pour justement canaliser, juguler, organiser les hommes qui sont en état de guerre permanent. Mais pour revenir à Descartes, et ce qui est aussi notre vision à la fois du corps et de la gestion du corps, encore une fois, du management de notre identité, en étant divorcé de son corps, le soi rationnel, dit Federici, perd avec certitude sa solidarité avec sa réalité corporelle et avec la nature. Sa solitude, cependant, est celle d'un roi. Dans le modèle cartésien de la personne, il n'y a pas de dualisme égalitaire entre la tête pensante et le corps machine, seulement une relation maître-esclave du fait que la tâche première de la volonté est de dominer le corps et le monde naturel. Je pense, donc je suis. Le cogito ergo sum de Descartes, c'est très important parce que cette idée, encore une fois, ce n'est pas une relation égalitaire entre le corps et l'esprit, c'est que le corps non seulement maîtrise, mais doit maîtriser, domestiquer le corps. Et c'est intéressant de voir aussi que cette relation maître-esclave qu'on va retrouver chez Hegel, quelque part, on voit bien que l'esclave est placé, l'esclave en plus des entreprises coloniales, impérialistes, est placé du côté du corps alors que le maître est placé du corps de l'esprit. Donc il n'y a pas de dualisme égalitaire entre la tête pensante et le corps machine, seulement une relation maître-esclave du fait que la tâche première de la volonté est de dominer le corps et le monde naturel. Dans le modèle cartésien de la personne, donc, nous voyons la même centralisation des fonctions de commandement que celle qui s'opère au niveau de l'État à cette époque. Tout comme la tâche de l'État est de gouverner le corps social, et on commence à parler de corps social à l'époque, on retrouve cette expression chez Hobbes également, celle de l'esprit devient souveraine dans la nouvelle personnalité. Le développement de la gestion de soi, c'est-à-dire l'auto-gouvernement, l'auto-développement, l'individualisme, devient une exigence essentielle dans un système socio-économique capitaliste pour lequel la propriété de soi est censée être la relation sociale fondamentale et la discipline ne répond plus exclusivement de la coercition externe. Nous trouvons ici les origines de la subjectivité bourgeoise comme gestion et propriété de soi, loi, responsabilité, avec ses corollaires de la mémoire et de l'identité. C'est un peu comme si la personne était son propre état, un micro-état en quelque sorte. Donc il y a une analogie entre l'État, la souveraineté que l'on abandonne à la personne, aux personnes qui vont nous représenter et diriger l'État, et nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre tête doit être l'État qui gouverne nos passions, notre corps. Ça m'amène directement à justement les réflexions de Foucault. Donc, dans le texte de TD, dans le TD, vous aviez un texte de Foucault extrait de La volonté de savoir, Histoire de la sexualité, tome 1. Que je dois avoir par là, que je peux vous montrer si je le retrouve. Voilà. Donc, Michel Foucault avait prévu plusieurs tomes à cette histoire de la sexualité. Finalement, il est mort du sida dans les années 80, et donc il n'a pas pu tout faire, et puis il n'a pas suivi le plan finalement aussi qu'il avait pensé suivre au début, où il devait parler de la femme hystérique, et ensuite j'essaie de retrouver le plan qu'il avait proposé, l'hystérisation de la femme, la sexualisation de l'enfant, le contrôle des naissances et la psychiatrisation des perversions, qui est un peu évoqué finalement dans ce volume, qui est assez utile pour nous justement, pour voir justement comment
sont produites les identités déviantes et donc sexuelles au XIXe siècle. Donc Foucault a fait une analyse du pouvoir très très intéressante et assez novatrice. Dans cet ouvrage, il critique la psychanalyse et il critique aussi, alors à l'époque c'est vrai qu'il y a mai 68, il y a aussi des marxistes pseudo-marxistes ou des marxistes tout court, comme Marcuse, qui pensent que la société capitaliste met les gens au travail et que donc elle les éloigne de la sexualité, mais qu'on peut se libérer de la sexualité et que la sexualité est synonyme de libération, etc., etc. Et donc, contre cette idée un petit peu de la libération, Foucault va proposer une réflexion à la fois sur le pouvoir et la sexualité assez contre-intuitive. Il va dire en fait, ce que nous disent ces gens, est-ce que Foucault est assez critique, il n'a peut-être pas très bien compris d'ailleurs ce qui s'est passé au niveau des minorités sexuelles et de genre qui s'organisaient, et j'inclus les féministes évidemment dans cette mobilisation dans les années 60-70. Foucault n'est pas un grand féministe, Foucault ne comprend rien au genre, ça ne l'intéresse pas d'ailleurs. Il n'a même rien compris au mouvement, on va dire, gay et lesbien qui font leur émergence dans les 60, alors que lui-même d'ailleurs est très client des cercles sadomasochistes gays communautaires à San Francisco, aux États-Unis, mais enfin bon, quelque part, il est très méfiant de l'identité, donc ça c'est intéressant pour nous. Donc il va rater peut-être une forme d'organisation et d'appropriation politique des identités du côté des féministes, des gays, des lesbiennes. On ne parle pas des trans à l'époque, même si par ailleurs, en fait, certains s'organisent déjà ou font partie des mouvements de libération homosexuelle des années 70, le gay power, etc., etc. Mais bref, Foucault donc est assez critique de cette, on va dire, flambée de révolution sexuelle, célébration de la libération sexuelle, le Summer of Love, etc., etc. Les féministes l'ont été aussi, elles ont bien montré que la libération sexuelle, très souvent, était une contrainte pour les femmes qui étaient obligées justement de se libérer sexuellement pour répondre à des exigences sexuelles des hommes auxquels elles n'avaient pas nécessairement envie de répondre, mais se faisaient traiter de ringarde et de coincée si elle ne le faisait pas. Donc évidemment, tout ça n'est pas très, très ambivalent, mais enfin, Foucault, ici, va proposer une critique justement de cette hypothèse répressive, c'est-à-dire que le fait de dire que les institutions, l'école, la religion, l'État répriment la sexualité, avec une vision assez victorienne de la sexualité, et lui va prendre le contre-pied en disant en fait c'est l'inverse. Nous sommes obsédés par la sexualité, nous sommes entourés de représentation de la sexualité. Ce n'est pas un effet de libération, c'est un effet de censure productive. C'est-à-dire qu'on nous contrôle la sexualité en nous en parlant depuis le 19e qu'on n'a jamais parlé. Autant parler, il y a eu une explosion au 19e siècle des discours sur la sexualité avec les sexologues qui naissent à cette époque en tant que, va dire, profession, etc., avec les psychologues, avec les psychiatres, avec les criminologues, avec les médecins, avec les... Oui, enfin, voilà. Donc, en fait, il va y avoir plutôt une explosion de discours sur la sexualité, et d'ailleurs qui va être complètement segmenté, organisé en perversion, en typologie. Par exemple, si vous prenez toutes les catégories, la typologie des perversions, on parle de sadomaso, par exemple, bon, ben, à un moment donné, c'est un sexologue, c'est Krafft Ebing, qui a l'idée, comme ça, de nommer, d'inventer un nom pour une perversion en mettant ensemble Sade et Zarer Mazor, qui est un, un écrivain allemand qui faisait la littérature un peu populaire et qui était dans des pratiques masochistes à contraste. C'est l'auteur d'ailleurs de la fameuse Vénus à la fourrure qui a été commentée par Deleuze. Et donc, c'est Krafft Ebing qui met ensemble sadomaso, par exemple. Parler de il y a tellement d'expressions qu'on n'utilise plus, mais il y en a encore qu'on utilise beaucoup. Par exemple, parler de fétichisme, parler de scatologie,
parler d'hystérie, enfin, on y reviendra dans la production justement des identités sexuelles déviantes un peu la fois prochaine. En fait, ce que Foucault dit, c'est que non, il y a eu justement une prise en main du discours sur la sexualité extrêmement régulée, et que donc c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on nous dit le sexe c'est ça, tu dois faire le sexe comme ça, si tu le fais autrement, tu es un inverti, tu es un pervers, tu es un déviant, tu es un dégénéré, etc., etc., etc. Et c'est quelque chose que l'on retrouve, par exemple, je ne sais pas si je peux vous montrer cet ouvrage des années 50 publié chez Gallimard, Onanisme et homosexualité, de Steckel, qui est un digne successeur de Krafft-Ebing et des autres. Si vous regardez la table des matières, lui aussi décide, tout en s'inspirant de Krafft-Ebing, il écrit par exemple, ma conception de l'homosexualité, qu'est-ce que l'onanisme, homosexualité et alcool. Alors lui va partir sur Don Juan et Messaline, ça a eu moins de succès que Sado, Maso, etc. Mais vous voyez, et ça c'est intéressant parce que c'est, encore une fois, plus chez Gallimard, et quelqu'un comme Simone de Beauvoir, quand elle va parler de la lesbienne dans le deuxième siècle, elle va répéter les théories de Steckel qui, à la différence du 19e, lui essaye de les revoir à la lumière de la psychanalyse. Donc tout ça pour dire, la psychanalyse étant évidemment un des discours qui a eu le plus de légitimité et de succès pour dire ce qu'est le sexe. Regardez l'importance de Lacan, de Freud, etc. Mais c'est aussi un discours qui s'est développé pour se différencier du discours sexologique du 19e siècle. Freud est venu voir un petit peu ce que faisait Charcot à la Salpêtrière quand il traitait les hystériques, et il a produit une définition de l'hystérie complètement différente. Il a aussi produit cette dynamique de l'aveu privé, payant, donc de la cure, de l'analyse, quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre, qui se raconte sur un divan, alors que les sexologues n'étaient pas dans cette thérapie, on va dire, individualiste. Et donc voilà, mais tout ça pour dire que la manière dont Foucault parle de censure productive et non pas négative, parce que l'idée que l'on nous empêche de faire, on nous oblige aussi beaucoup à faire, notamment dans le domaine de la sexualité. Donc c'est intéressant parce que ici, Foucault va montrer justement comment la sexualité va être investie par le pouvoir, et ça va l'amener à réfléchir aussi sur la notion de pouvoir. Alors c'est vrai que le pouvoir, bon, on pense souvent classiquement que c'est le droit, la loi, c'est une définition juridique du pouvoir, que c'est l'État qui l'exerce, que certaines personnes en ont l'exercice aussi, à savoir peut-être la police, etc., des institutions. Mais Foucault va essayer de nous détourner un petit peu de cette conception finalement assez maigre du pouvoir pour nous dire mais le pouvoir s'exerce aussi de bien d'autres manières, et surtout sur le corps. Et donc là, il va essayer de montrer comment il y a d'autres formes de pouvoir qui nous investissent, qui nous assujettissent, qui nous conditionnent d'une certaine manière, et comment ça se passe. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le micro-pouvoir, et aussi comment un pouvoir disciplinaire, donc on retrouve un petit peu ce que disait Federici, va s'exercer justement sur le corps. La manière d'exercer le pouvoir, c'est aussi de contrôler le corps des personnes et donc leur sexualité. Donc Foucault va essayer de nous montrer comment il voit les choses de ce point de vue-là. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il a une vision généalogique du pouvoir, et vous voyez que c'est encore une fois important de mettre en perspective par rapport à la question de la modernité et du sujet moderne, la manière dont s'exerce le pouvoir. Dans un ouvrage, il en reparle très brièvement ici, mais dans un ouvrage antérieur qui s'appelle Surveiller et punir, et qui donc dit clairement aussi que là, on va s'occuper du pouvoir disciplinaire sur les corps, etc. Et d'ailleurs, Foucault regarde un petit peu ce qui se passe sur la folie. Bon, il avait fait une thèse très importante sur l'histoire de la folie à l'âge classique, mais aussi ce qui se passe dans les asiles, ce qui se passe, le contrôle des corps dans les asiles, dans la mise au travail, l'armée, la discipline, etc. Et donc Foucault pense qu'il y a justement une rupture dans les modalités d'exercice du pouvoir en Occident,
C'est-à-dire que justement avant, donc vous avez eu des souverains, notamment des monarques, donc avant, on va dire, l'avènement de la démocratie telle qu'on l'a constituée à l'époque moderne. Vous avez un pouvoir de mort et de vie qu'exerce le souverain sur les gens. C'est-à-dire que la meilleure manière d'exercer, de montrer d'ailleurs son pouvoir, parce que les exécutions publiques étaient très très spectacularisées et étaient aussi avaient leur public, c'est-à-dire que les gens venaient voir l'exécution des personnes, etc. Et d'ailleurs, dans Surveiller et punir, le premier chapitre est une description que fait Foucault du supplice de Damien qui a été écartelé en place de Grève. Donc le roi exerce son pouvoir en ayant pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Foucault dit que ce droit de mort, ce pouvoir sur la vie va s'exercer de manière complètement différente et va passer par d'autres personnes et d'autres institutions à partir du moment où finalement on va passer à ce qu'il appelle l'ère du biopouvoir, c'est-à-dire du pouvoir qui va s'exercer sur la vie, sur le vivant, sur les formes de vie et donc sur le corps aussi. Comment le pouvoir, ça va être de gérer la vie? Comment ça va être de gérer les corps et les populations? Comment l'exercice juridique de la souveraineté et le pouvoir de vie et de mort que j'existais tout à l'heure va finalement peut-être toujours exister. On a encore effectivement des exemples, y compris à l'époque contemporaine, de pouvoir qui s'exercent de manière nécropolitique, de mortifère. Mais pour lui, à un moment donné, et c'est cohérent avec l'arrivée du capitalisme, à un moment, si on veut gérer les sujets, c'est pas simplement les sujets du roi, c'est les sujets du capitalisme, c'est le corps productif, c'est le corps qui travaille, c'est les populations, c'est comment les épidémies peuvent être gérées, comment la natalité, comment la fertilité, tout ça doit faire l'objet justement d'un contrôle. Et d'où aussi l'appui sur les sciences, l'appui sur la médecine, etc., etc. Donc, ce que Foucault appelle le biopouvoir et qui pour lui fait son apparition au XVIIIe siècle est une technologie. Alors, Foucault utilise ce terme justement sans les connotations technicistes que j'évoquais tout à l'heure. Pour lui, le biopouvoir est une technologie de pouvoir à double face. D'un côté, elle s'exerce sur le corps. Bon, on verra qu'après, il va un peu s'éloigner de ça. Le corps, donc, qu'est-ce qui s'exerce sur le corps? Comment il y a une emprise biopolitique sur le corps? Eh bien, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le dressage du corps comme machine, l'anatomopolitique du corps humain, les disciplines pardon, du corps docile. Donc, il y a des séminaires de Foucault où il va voir comment, par exemple, le modèle paternaliste, par exemple, de l'entreprise au XIXe siècle, les ouvriers habitent, on les loge, mais on les contrôle, ils n'ont pas le droit, ils sortent le week-end, ils n'ont pas le droit de dépenser leur argent, on contrôle l'heure de leur lever, de leur coucher, etc. Donc c'est ça, le corps dans toutes ses fonctions, et aussi ses fonctions de reproduction, comment un corps pour être mis au travail, il faut qu'il dorme, il faut qu'il se repose, il faut qu'il mange, il faut qu'il se reproduise. Et la première force de travail, c'est les femmes qui le reproduisent en faisant des enfants, bien sûr. Donc, comment s'exercent toutes ces disciplines sur le corps? Et donc ça, évidemment, ces disciplines, on les trouve à l'école. Vous avez c'est pour ça qu'il voulait faire sans doute ce volume sur la sexualité des enfants. Vous avez un développement de la pédagogie exponentielle du 18e au 19e, où on va contrôler, enfin, on va mettre au point des manuels pour guider, pour que les professeurs, les pédagogues contrôlent le corps, et aussi d'ailleurs la sexualité des enfants à l'école, avec des tables où on voit les mains qui sont mises sur la table en transparence, enfin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, comme ça on sait ce que font les enfants, etc., etc. Donc, comment on va discipliner les corps, comment ces techniques de pouvoir vont s'exercer sur les corps, dans ce que Deleuze appellerait des enfermas, c'est-à-dire si vous voulez, des institutions d'ailleurs qui sont celles que, auparavant, et encore maintenant, mais maintenant il y a d'autres sites de pouvoir, on y reviendra, sont les institutions qui font la vie d'une personne. C'est-à-dire, on peut commencer par l'école, la religion, les ateliers, le sport, les prisons éventuellement, l'armée, l'usine, etc., etc. Donc là, comment on va
mettre le paquet, si vous voulez, sur le corps. Et le deuxième corps, c'est le corps, au début il l'appelle comme ça, mais en fait c'est les populations. Donc vous voyez, là c'est plus des individus, c'est des sommes des gens qui sont traités comme un tout par justement la démographie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de population. La sociologie, elle parle de population. Comment ce corps-espèce, donc le corps-espèce c'est quoi? C'est le corps qui supporte les processus biologiques comme la naissance, la mortalité, la santé, etc., etc., va pouvoir être contrôlé, faire l'objet évidemment de politiques publiques d'assainissement ou pour les villes par exemple, des politiques de santé publique, des politiques de contrôle des populations, de stérilisation, d'incitation à la procréation, etc., etc. Donc vous voyez comment là c'est sur une autre unité en fait que l'on exerce le biopouvoir et comment en gros le biopouvoir va s'exercer sur la population. Voilà, donc on passe, vous voyez, d'un droit, enfin d'un modèle juridique de la souveraineté très verticale, avec Hobbes, avec les monarchies ou les monarchies constitutionnelles, avec un souverain qui règne, qui a le droit de vie et de mort, la loi, et des environnements ou des lieux d'exercice du pouvoir qui ne sont pas codifiés par la loi ou le juridique, même si le juridique peut donner un coup de main. Et donc, en fait, le but de ce biopouvoir, qui d'ailleurs se comprend justement dans l'entreprise capitaliste, c'est d'administrer les corps, d'avoir une gestion calculée ou calculatrice de la vie, de maximiser en fait le corps et les populations pour la productivité, la production des biens, etc. Et aussi d'ailleurs quelquefois du désir justement de consommation, etc., notamment au XXe siècle. Donc, le sexe, ou ce que Foucault va plutôt appeler le dispositif de sexualité, c'est-à-dire cet enchevêtrement de discours, de normes, de sciences qui ont pour objet la sexualité. En sexualité, ça peut être les pratiques sexuelles, l'identité sexuelle, la reproduction, etc., au sens large. Évidemment, on voit très bien que c'est un lieu clé, enfin un moment clé, parce que le sexe donne à la fois accès à la vie du corps, à la vie de l'espèce. C'est-à-dire qu'on a à la fois sur justement le corps producteur et reproducteur, mais aussi sur les populations, etc. Et ce que dit Foucault aussi, enfin ce qu'il propose en tout cas comme évolution, c'est que on observe une importance croissante de la norme, en tout cas en parallèle, ce qui va réguler les gens. C'est pas la loi ou que le juridique, enfin, tel qu'on entend avec les tribunaux, etc. C'est la norme. C'est-à-dire que toutes ces micro-pouvoirs, cette biopolitique, va générer une multitude de normes. Foucault, l'évolution est que la loi fonctionne donc toujours davantage comme une norme, et y compris l'institution judiciaire va intégrer justement, et on le voit bien avec le rôle des experts médicaux, des criminologues, on fonctionne toujours comme ça. Donc, y compris dans le lieu du juridique traditionnel, de plus en plus, il va y avoir du médical, de l'administratif. Et donc, pour Foucault, une société normalisatrice est l'effet historique d'une technologie de pouvoir centrée sur la vie. Encore une fois, le contrôle s'exerce sur la vie. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup aussi dans cette réflexion de Foucault, d'ailleurs, vous voyez le sous-titre là, on pourrait le gloser, hein, c'est pas un hasard si ça s'intitule La volonté de savoir, c'est quels sont les savoirs-pouvoirs, parce que Foucault a cette expression assez intéressante pour montrer que le pouvoir, évidemment, s'exerce aussi par l'intermédiaire des savoirs, mais comment le biopolitique va s'appuyer justement sur toute une série de foyers de savoir-pouvoir. Et dans ces savoirs-pouvoir, il y a bien évidemment toute cette flopée de sciences, de savoirs, qui maintenant d'ailleurs, beaucoup ne seraient pas considérées comme des sciences, ou alors ont aussi été des sciences racistes, eugénistes, etc., etc. Donc, quels sont les foyers de savoir
pouvoir. Donc on a vu il y a les lieux, hein, la famille, les domestiques, les pédagogues, les médecins, le curé, etc. Par exemple, Foucault a travaillé autour d'un récit que nous a laissé une personne que l'on qualifierait d'intersexe avec les termes contemporains, donc qui est l'histoire d'Herculine Barbin, et qui est une personne qui avait une condition intersexe. À l'époque, on a pu dire hermaphrodite, donc on ne pouvait pas déterminer le sexe de cette personne, et elle-même a voulu, à plusieurs époques de sa vie, justement, avoir un certain état civil, et le contrôle, justement, s'est exercé immédiatement, c'est-à-dire qu'elle a eu affaire au médecin, au confesseur, au curé et au juge. Donc on voit très bien comment les discours juridiques, médicaux, religieux, quelquefois, et juridiques, sont fondamentaux justement pour produire l'identité sexuelle d'une personne. Bon, c'est encore le cas maintenant, puisque si vous voulez changer d'état civil, vous avez encore un contrôle qui s'exerce de la part des médecins, voire des psychiatres, euh, du juge, puisqu'il faut produire des attestations, alors qu'on pourrait imaginer, comme c'est le cas d'ailleurs dans certains pays, qu'un changement d'état civil se puisse se faire pour quiconque le désire, avec simplement une modification à la mairie, à l'état civil, etc. Mais non, il faut que il y a des experts qui autorisent ou pas, par exemple, le changement d'état civil. Et ça a été le cas pour Hercule Barbin, qui est une des rares personnes au 19e qui nous a laissé un journal écrit de ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, à la fin, elle s'est suicidée. Et les pouvoirs, les différentes pressions exercées par les différents lieux de pouvoir savoir que sont la médecine, la religion et le juridique, etc., l'administration, ne sont pas étrangères à son suicide. Alors, ce qui est intéressant donc, pour nous, c'est, et on y reviendra avec la question de la production, de l'inversion, mais pour toutes les minorités en général, vous avez justement une question intéressante qui se pose, qui est de remonter justement au savoir-pouvoir, aux sciences, aux expertises, aux experts qui ont produit justement leur statut de minorité ou leur identité, et généralement de manière négative, voire perverse, voire criminelle. Ce qui est intéressant, et en général ça vous le repérez assez vite dans les corpus que vous constituez pour vos TD, c'est comment, et j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure en évoquant les sorcières, l'Inquisition, etc., comment il y a des techniques justement de production de la vérité du sexe, par exemple, production de la vérité sur soi tout court, qui vont être intéressantes à repérer. Pourquoi l'aveu est très important dans les questions sur la sexualité ou sur l'identité, les interrogatoires, comment ils fonctionnent avec leur succès d'année, les entretiens, les échanges de lettres, la production des autobiographies ou des études de cas par eux-mêmes pour les patients ou par les médecins, les équivalents visuels de cette production de la vérité, avec les planches anatomiques, avec des récits, avec voire des véritables performances de la crise hystérique. J'en ai parlé un petit peu de l'hystérique chez Charcot, etc. Les entretiens avec les interlocuteurs, par exemple. On pourrait aussi, à l'époque contemporaine, réfléchir sur la manière dont sont produits les récits des personnes migrantes qui veulent obtenir des papiers ou l'asile pour des raisons politiques et qui sont des réfugiés sexuels. Donc, quel récit sur l'homosexualité on va leur demander de produire? C'est généralement un modèle complètement occidental. Donc, les personnes de l'OPRA ou de tous les organismes qui leur font passer des entretiens et où ils doivent produire un récit pour obtenir leur papier, leur posent des questions, par exemple, sur leur sexualité, s'ils disent qu'ils sont des réfugiés, je sais pas, lesbiennes, trans, gays, etc., qui sont avec des critères qu'ils apprennent par cœur, puisque ça n'a rien à voir, euh, en général, avec la manière dont ils expérimentent leur sexualité dans d'autres cultures et dans d'autres pays, mais qui sont des critères complètement, justement, euro-américano-centrés. Donc on voit le rôle de la confession, des dispositifs d'aveu pour produire justement à un moment donné une vérité
de l'identité de quelqu'un. Donc voilà un petit peu tout ce que on peut retirer de Foucault. J'y reviendrai parce qu'il y a d'autres choses qui sont un petit peu utiles pour la suite, mais de manière, euh, enfin dans le détail au fur et à mesure qu'on va avancer dans vos minorités, on verra. Là, on a parlé beaucoup de discipline et je voudrais quand même qu'on voit un petit peu aussi comment, à l'époque contemporaine, parce que vous savez, il y a beaucoup de réflexions sur le fait que cette manière de voir les choses de Foucault est peut-être non pas datée, mais que le modèle disciplinaire ou le modèle biopolitique, et d'ailleurs il évolue par la suite, Foucault, à un moment donné, il est parti pour faire toute une réflexion sur la question biopolitique, donc réfléchir sur avancer un peu plus dans sa théorisation, sa conceptualisation du biopouvoir. Et là, en fait, son séminaire porte sur la généalogie du capitalisme, de l'ordocapitalisme, du néolibéralisme en Allemagne, aux États-Unis, etc. Donc, c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, il va un peu lui aussi s'éloigner, en tout cas, de la question disciplinaire, encore une fois, qui est utile, pour aller sur d'autres formalisations qui va appeler par exemple les technologies de surveillance ou plus encore une fois sur la gestion des populations. Donc là, je vous ai mis un schéma dans le PowerPoint que je vais vous envoyer, qui est extrait du dernier bouquin que j'ai fait. Attendez, je vais vous chercher l'exemplaire. Qui est paru en poche à la rentrée, Homo Incorporated, le triangle et la licorne qui pète, et qui est une réflexion aussi sur justement les politiques sexuelles et le néolibéralisme et toutes ces formes différentes de pouvoir. Et où j'ai essayé de, ça peut vous aider, et en général ça marche assez bien, de reconceptualiser un peu plus en l'enrichissant justement la notion de biopolitique chez Foucault sous forme de triangle. Et donc ce triangle biopolitique, vous avez un D pour discipline, donc ça c'est ce dont on a parlé, le pouvoir qui s'exerce sur les normes, sur les corps, etc. P comme population, donc c'est un peu ce dont j'ai parlé et ce dont Foucault commence à parler dans l'histoire de la sexualité, avec, là j'ai complété avec les migrants, justement, les prisonniers, les travailleurs du sexe, les queer trans people of color. C'est intéressant parce que dans un des groupes, bah, le seul groupe que j'ai eu la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a posé la question, mais alors comment on fait quand on a des superpositions d'oppression ou d'identité avec la sexualité, le genre, la race, etc. Ben, justement, les queer trans people of color, qui s'identifient justement comme queer trans et racisés, en France c'est plutôt QTR, queer trans racisé, ou personnes racisées, ou lesbiennes racisées, etc. Donc comment justement on peut traiter, si on choisit pour sa présence de travailler sur une minorité qui est dans un rapport justement à l'oppression intersectionnelle, etc. Les travailleurs du sexe, les travailleurs et travailleuses du sexe, qui souvent croisent aussi avec justement les personnes migrantes ou les personnes trans, lesbiennes aussi. Et ça, donc ça peut être intéressant pour vous parce que j'ai vu, ça fait 2-3 ans qu'il y a pas mal de sujets sur les travailleurs du sexe. Et d'ailleurs, il y en a eu des très très bons. L'année dernière, un excellent. Voilà. Et le S de sécurité, là, qui est plus une tentative de Foucault pour, quand on n'est pas sur la population, mais qu'on est sur les gens qu'on va essayer de sérialiser. Donc c'est, si vous voulez, un filtre un peu plus fin. Il appelle ça les multiplicités que la population au sens large du terme. Donc vous avez ces trois pôles avec le P, le D et le S, et vous avez, donc ça c'est des, voilà, des points de pouvoir différents.
et des formes de pouvoir, de biopouvoir différentes. Et puis vous avez le pouvoir juridique en torsade qui évidemment peut traverser tous ces points. Hem, Sur la question des technologies de sécurité, en gros, c'est que, bon, bah, justement, elles ne visent pas le corps spécifiquement, mais des séries, des groupements de personnes, des multiplicités. Et ça, c'est assez intéressant pour aborder ce qui se passe en ce moment avec toute l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc. Et comment on peut être visé en tant que personne qui n'existe pas, c'est-à-dire comme un agencement de critères. Alors le marketing faisait ça aussi, mais là, c'est nous qui produisons nous-mêmes le data, le biodata d'ailleurs. À chaque fois que nous sommes sur Facebook ou sur Google, on est en train de donner nos données, mais ce sont des données, on parle souvent des données personnelles, mais ce sont des données relatives au corps, au biopouvoir, à nos goûts, nos goûts en termes de consommation, bien sûr, mais aussi de sexualité, qu'est-ce qu'on voit comme événement, comment on bouge, etc., etc. Et ça peut être aussi très très fin. Par exemple, on sait le scandale des Cambridge Analytica, comment euh, certaines entreprises ont manipulé, enfin, ont plutôt utilisé les algorithmes et le biodata dans la campagne de Trump pour viser très spécifiquement c'est des personnes, mais c'est aussi des ensembles justement de personnes qu'il fallait viser dans la campagne de Trump en les bombardant d'un certain type de messages pour qu'ils votent pour Trump. Donc là, on n'est plus dans la population, on n'est plus dans l'individu, on n'est pas dans le corps spécifiquement, on est dans des séries, des assemblages. Certaines personnes utilisent une théoricienne queer comme Jacques Derpeur utilise ce terme d'assemblage euh, pour justement surveiller, mais au sens large, hein, les personnes. Donc c'est plus le panopticon de Foucault. Foucault, par exemple, à un moment donné, a théorisé le panopticon de Bentham, qui est une structure architecturale qui a été utilisée pour les prisons, mais que Bentham voulait utiliser pour l'usine, pour l'entreprise et tout, où vous avez ce schéma dans surveiller et punir, et où vous avez une prison qui est conçue de telle manière que au centre, vous avez toutes les cellules qui sont de manière circulaire réparties autour. Chaque personne dans la cellule pense qu'elle est observée, surveillée par un... Mais elle ne sait pas, elle ne voit pas, mais elle peut penser qu'elle est surveillée par quelqu'un qui est au centre justement du panopticon, la vision panoptique. Bon. Là, on surveille des corps qui sont enfermés. Mais par exemple, quand vous êtes traqué, surveillé sur Internet, chez vous, d'ailleurs, dans votre sphère privée, ou quand vous êtes dehors avec votre portable, c'est plus du tout le même type de surveillance. C'est une manière de justement, c'est pas la surveillance uniquement visuelle, panopticon, etc. Et elle est aussi, comme on le voit bien, pas limitée à des institutions en dur, c'est-à-dire la prison, l'école, ou l'école qui fonctionne comme une prison, l'usine qui fonctionne comme une prison. C'est-à-dire que c'est possible partout. La surveillance s'exerce chez vous, dans votre environnement qui est à la fois public et privé. Quand vous êtes dehors avec votre portable, c'est une forme de privatisation mobile, mais vous êtes dans l'espace public, etc., etc. Il y a un texte très intéressant de Foucault que vous pouvez lire, de Foucault, pardon, de Deleuze, à lire là-dessus, qu'il a écrit le post-scriptum sur les sociétés de contrôle, où lui, justement, était par ailleurs en dialogue avec Foucault sur cette réflexion sur les pouvoirs et le biopouvoir et la territorialisation, la déterritorialisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il a proposé, lui, de dire qu'il y avait les sociétés disciplinaires. Alors Foucault, il est complètement d'accord avec ça. Il dit c'est même, voilà, mais au moins avant les choses étaient plus claires. On passait de la prison, c'est ce que je disais tout à l'heure, etc. Ce qu'il appelle des enfermats. Mais après, les sociétés de contrôle, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est votre corps, vous-même, qui êtes modulé, vous vous auto-modulez en permanence. Donc là, il n'y a plus, si vous voulez, d'institutions, c'est plus réparti dans le temps, par exemple, l'enfance, pour l'école, etc. C'est tout le temps que vous êtes traversé, que vous êtes modulé par justement le biopouvoir. Donc c'est intéressant, c'est vrai, d'essayer de garder un peu en mémoire cette forme de biopouvoir, parce que c'est quelque chose, évidemment, à la fois qui peut s'exercer sur les minorités et dont elles peuvent aussi
si elles se politisent par rapport à ça, essayer justement collectivement de se défaire. Donc, voilà un petit peu, ce qu'on peut dire de ce triangle du biopouvoir. Moi, je l'utilise pour tester justement, enfin, je l'ai utilisé dans ce livre qui est un peu, justement consacré, à l'évolution des politiques, LGBT à l'ère néolibérale et à un moment où les LGBT, en tout cas une certaine fraction de la population LGBT justement, qui commence à être traitée comme une population parce qu'elle fait des enfants, parce qu'elle va au travail, parce que, on veut engager de manière explicite des LGBT au travail de manière positive. Donc comment, à partir de ce moment-là, les LGBT qui sont dans la production et la reproduction, la production puisque les gays et les lesbiennes font des enfants avec ou sans PMA, avec ou sans GPA, donc produisent la force de travail, donc sont du côté, encore une fois, de la force de travail capitaliste, comment effectivement ils deviennent une population et comment on peut réfléchir en termes de biopouvoir par rapport à ça. Surtout à un moment où eux qui ont été décriminalisés, je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois, excusez-moi si je me répète, ne le sont plus, mais où par contre ce sont plutôt les personnes racisées, où il y a par ailleurs évidemment beaucoup, enfin où il y a des gays et des lesbiennes et des trans et des intersexes, sont criminalisés justement alors que les gays et lesbiennes ne le sont plus, que quelquefois les gays et les lesbiennes justement ont une demande de sécurité et qui va traduire une demande de sécurité contre l'homophobie, mais qui viendrait plus spécifiquement des personnes racisées. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, si vous prenez les politiques réformistes de l'égalité gays et lesbiennes, mais aussi trans, c'est vrai que c'est le niveau de pouvoir uniquement juridico-légal. Donc, c'est la torsade, c'est le pouvoir traditionnel